Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. De nombreux groupes communautaires et syndicaux, mais aussi certains gens d'affaires, appuient le principe d'une hausse du salaire minimum pour qu'il atteigne 15 de l'heure. Alors, pour nous expliquer les raisons derrière cette revendication, nous accueillons Alexandre Leduc. Il est conseiller à la recherche à la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ. Monsieur Leduc, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci. C'est pas la première fois qu'on vous accueille sur le plateau. On vous accueillit par le passé, alors que vous étiez candidat de Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve. On vous accueille maintenant là, comme représentant de la FTQ pour parler du salaire minimum. Donc, la FTQ appuie fermement le principe d'un salaire minimum à 15 de l'heure. Pourquoi? Parce qu'on considère que dans la société québécoise, il y a un accroissement des inégalités sociales. Les gens deviennent de plus en plus riches. Les riches sont plus riches, le 1 la richesse se concentre, tandis que chez les plus pauvres, le revenu n'augmente pas, ou en tout cas pas assez vite. L'écart se creuse et une des façons de réduire cet écart-là, c'est de pouvoir aider les gens qui sont au bas de l'échelle des salaires à monter un peu d'une marche ou deux et ainsi réduire l'écart. De plus, ça pourrait permettre à de nombreuses personnes à sortir de la pauvreté, ce que les mesures actuelles de l'État, le salaire minimum, etc., ne permettent pas. Donc, un salaire minimum à 15 sortie de la pauvreté, réduction des inégalités. Et le choix de ce 15 de l'heure-là, au-delà du chiffron, il doit y avoir des raisons à l'arrière. Pourquoi 15 de l'heure? Oui, on ne l'a pas choisi dans une boîte de Cracker Jack, comme parfois certaines personnes peuvent le penser. C'est basé sur un calcul qui s'appelle la méthode du salaire viable. C'est développé aux États-Unis. Ça a été adapté au Québec par l'Institut de recherche d'information socio-économique, l'IRIS. Oui. C'est une méthode, en gros, qui dit, bon, il faut, oui, certainement que le salaire minimum permette aux gens de sortir de la pauvreté, donc au moins là, ce qu'on appelle le seuil de faible revenu, mais survivre dans la vie, c'est pas juste ça, il faudrait pouvoir vivre un peu. Alors, le salaire viable va aller chercher une petite marge de plus. Donc, une sortie au cinéma, amener les enfants au restaurant, des vacances, etc. Donc, une petite marge supplémentaire qui permette de jouir de la vie un minimum et pas juste avoir le strict d'un toit, de la nourriture, des vêtements, ce qui devrait être, qui sont les besoins de base. Donc, un peu plus que les besoins de base. Et on arrive donc à ce calcul-là de 15 avec une moyenne qui est faite selon les différentes villes du Québec. Et même pour les besoins de base, je fais référence d'ailleurs à une étude conjointe de Centraide Montréal et de l'Institut national de la recherche scientifique publiée il y a quelques jours qui laisse entendre qu'il y a une grande majorité des travailleurs à temps plein au salaire minimum qui ne sont pas capables de joindre les deux bouts. Donc, c'est même pas de se payer les petits luxes d'aller au cinéma une fois par 2 mois, c'est on n'est pas capable d'arriver en travaillant au salaire minimum à temps plein. Exact. C'est le nouveau phénomène de ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, travailleurs ou travailleuses, bien sûr. Surtout travailleuses, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par ce phénomène-là. C'est des gens qui, malgré qu'ils occupent un emploi, sont incapables de s'en sortir. Et ce phénomène-là est en croissance, même on pourrait dire en lourde croissance. Il y a toutes sortes d'explications économiques, entre autres le travail précaire, l'augmentation du travail à temps partiel, la flexibilisation qu'on exige toujours davantage des travailleurs et travailleuses du marché du travail, mettre de la pression sur les salariés qui sont de moins en moins capables de s'organiser. C'est difficile même pour les syndicats d'aller chercher les gens qui sont dans les milieux précaires, dans les milieux de services, un peu atomisés dans différents milieux de travail. Le Code du travail a été construit à une époque où c'était encore là, les industries, les fameuses shops, les ouvriers. Les grosses manufactures. Le monde du travail a bien sûr évolué, les syndicats veulent évoluer également, mais ça fait en sorte que le salaire minimum est un angle supplémentaire, je dirais, à celui d'organisation, donc à la syndicalisation, qui permet de relever le salaire minimum de tout le monde, pas juste les gens qui ont la chance d'avoir un syndicat. Et c'est justement de relever le salaire de tout le monde, c'est un des arguments qui est amené par des gens qui sont contre cette mesure-là, de dire... Mais qu'est-ce qui advient à ce moment-là si l'employé de premier niveau gagne le salaire minimum, le superviseur gagne 15 de l'heure? Il faudra donc augmenter aussi le salaire du superviseur. Exact. Ça, il y a des études qui ont été faites notamment par l'Institut de la statistique du Québec, l'ISQ, qui s'est intéressé à l'effet indirect d'une hausse. Donc, qui bénéficie de la hausse du salaire minimum en dehors de ceux qui font le salaire minimum nommément. Ils ont découvert qu'il y a jusqu'à 20 des salariés, ceux qui sont en bas de l'échelle, bien sûr, le 20 en bas de l'échelle, qui bénéficient de manière décroissante d'un effet indirect de cette hausse-là. Donc, ce n'est pas toute l'échelle salariale qui va augmenter automatiquement, mais bien l'échelle la plus basse, ce qui est un peu normal parce que, bien sûr, quand on fait déjà 15 de l'heure, on peut s'inquiéter que le nouveau salaire minimum amène des gens au même salaire qu'on avait déjà, malgré qu'on a plus d'expérience, etc. Donc, c'est un peu naturel que les gens cherchent, lorsqu'une telle hausse du salaire, à maintenir un certain écart par rapport au salaire minimum qui monte et par rapport à leur salaire. C'est un effet naturel, un effet qu'on encourage en quelque sorte parce que
Ce qui se passe depuis plusieurs années, c'est que les gains de productivité, et ça, il y a des études, notamment à l'IRIS, qui le démontrent assez bien, ne se répercutent pas dans la structure des salaires. Donc, la richesse qui se crée se concentre en haut plutôt que de se partager. Tu sais, on entend souvent, il faut créer la richesse avant de la partager. C'est pas comme ça, malheureusement, que ça fonctionne. Donc, selon vous, il y a création de richesse parce qu'il y a réduction des coûts, augmentation des profits ou réduction des coûts de main-d'œuvre pour la production d'un bien ou d'un service, mais ce ne sont que les actionnaires qui bénéficient de ça et non les travailleurs. C'est ce que vous laissez entendre. Entre autres choses, exactement. Donc, si on redistribue mieux la richesse, notamment par le salaire minimum, il y a toutes sortes d'autres mesures qu'on peut faire pour redistribuer la richesse, mais notamment par le salaire minimum, on permet à des gens d'avoir plus de moyens de dépenser. Et ça va augmenter la consommation, nécessairement. Et les gens qui vont avoir une hausse de 10,75 à 15 est-ce qu'ils vont investir dans des paradis fiscaux? Probablement pas. Ils vont probablement l'investir dans le restaurant du coin, le cinéma, acheter des meilleurs vêtements, se trouver un logement un peu plus adéquat. Donc, c'est de l'argent qui va être distribué immédiatement dans l'économie réelle, pas dans l'économie casino. Et il y a beaucoup de dirigeants de PME qui laissent entendre s'il y a une augmentation de mes coûts de main-d'œuvre, je vais devoir augmenter le coût des produits, des biens, des services que je vends. Donc, au final, est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation où, oui, le salaire minimum augmente, mais le prix de tout augmente aussi et au final, ça vient annuler l'effet? C'est une crainte légitime. Malheureusement, l'économie est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas parce qu'on augmente une variable que l'ensemble des autres vont en être affectés. Il y a une étude qui sort demain de l'IRIS qui va parler, entre autres, que la moyenne des salaires dans les PME actuellement est d'alentour de 19 $. Donc, même si on augmentait à 15 demain matin, on est encore loin de rejoindre cette moyenne de 19 $-là. Ce ne sont peut-être pas toutes les PME qui seraient affectées à ce moment-là, mais celles qui sont peut-être plus dans les services, je pense aux magasins ou qui ont des bas salaires. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Il y a des programmes ciblés par Emploi Québec ou par le ministère des Finances qui peut aller s'adresser à ces entreprises-là. Ça, c'est tout à fait possible. Sinon, bien, on ne peut qu'espérer que ces programmes-là seront, entre autres, transitoires parce que je crois fondamentalement qu'il y aura un effet bénéfique en termes économiques de la redistribution de cette richesse-là dans la consommation, entre autres. Peut-être qu'elle ne sera pas instantanée. Cet effet-là ne sera peut-être pas instantané, mais si on donne peut-être un an ou 2 ans, si on donne du temps au temps, comme on dit, on va constater des effets positifs, ça c'est certain. Et je veux vous entendre sur ce que certains représentants du patronat ont laissé entendre, c'est-à-dire ce n'est pas par le salaire, une hausse du salaire minimum qu'on doit lutter contre la pauvreté, c'est par une augmentation des transferts qui sont faits aux plus démunis par l'État. Qu'est-ce que vous répondez aux gens du patronat? Ces transferts-là, ils sont financés d'une certaine manière. Ça provient d'un budget, c'est ce qu'on appelle une dépense fiscale, et c'est l'ensemble de la collectivité qui paye pour cette dépense fiscale-là. Pourquoi ça devrait être ainsi? Pourquoi on devrait financer comme société des bas salaires? Alors qu'on sait qu'il y a de la productivité, qu'il y a des gains de productivité qui ne se retrouvent pas dans ces structures salariales-là. Je crois qu'il y a certaines mesures qui peuvent être mises de l'avant, des mesures entre autres transitoires, mais au final, il faut que la richesse soit mieux redistribuée et ça passe par le salaire, notamment par la hausse du salaire minimum. En terminant, il nous reste 15 secondes. Les prochaines étapes dans votre campagne, parce qu'il n'y a pas que la FTQ, il y a d'autres syndicats, il y a d'autres groupes sociaux aussi qui sont, qui sont solidaires avec vos revendications. Les prochaines étapes? Pour vous? Normalement, la ministre annonce ses hausses de salaire minimum à l'entour du mois de décembre, Noël. Pour le 1er mai. Pour le 1er mai suivant. Donc, on va voir quelle est la hauteur du salaire, de la hausse de cette année et on verra en conséquence s'il y a lieu de continuer la mobilisation ou pas. D'accord, on suivra ça. Alexandre Leduc, donc vous êtes conseiller à la recherche à la FTQ. Merci d'avoir été là. Merci.